BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, deuxième partie. Merci d'être là depuis Vivatech, 8e édition, 2800 exposants pour cette, voilà, ce numéro de 2024 de Vivatech. Alors, pour être tout à fait transparent, le salon vient d'ouvrir. On a enregistré ce De quoi je me mêle au tout début de ce salon où on voit déjà énormément de monde. Et bien sûr, on vous commente avec Mélinda Davansoulas, Bruno Guglielminetti et Anthony Morel, quelques-uns des coups de cœur de l'équipe. C'est ça qui est cool. Ouais. Anthony, on repart avec toi parce que on évoquait tout à l'heure la e-santé. Il y a pas mal de choses encore qu'on pourrait découvrir avec toi, et notamment un robot dermato. Absolument. Moi, c'est une boîte que je suis depuis quelques mois, qui était aussi présente d'ailleurs au CES de Las Vegas et à laquelle je promets un très gros potentiel. Il s'appelle Square Mind. Je vois Bruno qui acquiesce parce qu'il doit les connaître aussi. Ouais. Mélinda, tu as dû les voir aussi. Tu nous en avais parlé. Ouais, c'est une boîte dingue. Ils ont mis au point un robot dermato. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, tu vas chez le dermato, tu sais, pour faire vérifier tes grains de beauté. Bon, c'est un grand classique, hein. Bon, le dermato, il fait son boulot, alors de manière plus ou moins artisanale. Il a un dermatoscope, donc une grosse loupe. Des fois, il le fait en 10 secondes. Des fois, il a un petit peu plus de temps. Mais bon, si tu retournes l'année d'après, il y a quand même des fortes chances qu'il ait un peu oublié à quoi ressemblait ta peau l'année d'avant. Ben, c'est normal. Et là, en fait, tu arrives, tu as ce bras robotique qui ressemble un peu à un serpent avec une caméra qui va tourner tout autour de toi. Ça va prendre 3 minutes chrono. Il va scruter le moindre millimètre carré. Et il scanne ton corps. Il scanne ton corps. Il scanne ton épiderme. Exactement. Il scanne ton épiderme. Il va analyser précisément chaque grain de beauté en disant, bah voilà, là, il y a potentiellement un problème. Donc, il va alerter le dermato. Et ce qui est formidable, c'est que d'une année sur l'autre, il va se souvenir de toi. Donc si tu reviens l'année d'après, il va dire « Ah, ce grain de beauté-là, il a évolué de cette manière-là. » Ce qu'un dermato traditionnel aura bien du mal à voir. Donc là, pour le coup, sur les dépistages de cancer de la peau massif, on sait qu'il faut y aller régulièrement, qu'on n'y va pas suffisamment souvent, et ben, il y a un énorme potentiel. Et là, pour le coup, c'est potentiellement des vies qui peuvent être sauvées. Hein. Mais là, encore une fois, exemple parfait de ce qu'a apporté l'IA. Exactement. Et ça ne remplacera pas un dermato. Non. Le dermato sera toujours là, mais c'est un outil supplémentaire qui va dire, bah, tiens, on s'est vu il y a un an, regardez, je vais rentrer votre scan de peau. Ah, vous avez ce petit grain de beauté qui a grandi de 2 mm. C'est pas grave, tout va bien. Ah, celui-ci a grandi un petit peu plus. Vous savez quoi, on va l'enlever. Et ça, enfin moi j'ai eu, alors il n'y a pas longtemps, un rendez-vous chez le dermato, et moi il le faisait à l'ancienne. Il mesurait, pour tout vous dire, des grains de beauté avec un petit centimètre, quoi. Ah ouais? Oui. Il prend des notes. Et là, vous imaginez un peu ce truc-là maintenant. Ça change tout. C'est incroyable. Le gain de temps. Et le génie de cette entreprise-là, c'est chouette de la revoir arriver ici, c'est que dès le départ, j'ai fait une entrevue avec eux en janvier, eux travaillent avec les dermatos. Et contrairement à une autre boîte qui pourrait dire, ben nous, on arrive, ça va être on va tout apprendre à tout le monde. Exactement. Non. Et ça, c'est tellement habile parce que qu'ils répondent à un vrai besoin des dermatos. Oui, et ça devient un adjoint. Et donc, avec encore un bel exemple d'intelligence artificielle qui va servir à faire du suivi, qui va apprendre. C'est révolutionnaire, ça. Un peu comme maintenant les radiologues qui utilisent l'analyse faite par intelligence artificielle pour les assister et les aider. Alors, c'est là où on trouve une valeur ajoutée à l'intelligence artificielle dans le contexte de la santé. C'est la possibilité, justement, de seconder le spécialiste. C'est ça. Mais c'est vraiment l'utilisation de l'IA en gain de temps et d'expérience. Parce que, comme le dit Anthony, d'une année sur l'autre, ça peut évoluer. Même si votre dermato vous connaît, même si votre généraliste vous connaît, il suit votre dossier. Voilà, au millimètre près, il ne se souvient pas. Donc, mais non. Je trouve que on dit toujours l'IA va remplacer absolument tout et tout le monde. Ce n'est pas vrai. Mais l'IA, quand elle est un compagnon, c'est un gain de temps dans l'expertise qui est dingue, quoi. Et puis l'efficacité permettra d'éviter des maladies, des cancers, des choses comme ça. C'est ça. Et pour aller un peu plus loin que toi, moi je dirais que ce que je voudrais, c'est que demain, et même déjà aujourd'hui, alors peut-être pas avec cet appareil-là, mais je puisse savoir en tant que patient, quand je prends un rendez-vous chez Doctolib, si le médecin chez lequel je vais est assisté par l'intelligence artificielle. Bien sûr. Parce que franchement, moi, ça me sécuriserait vachement. Évidemment. Je vais te dire de savoir qu'il y a ce filet de sécurité supplémentaire, quitte à même payer un peu plus. Moi, je serais OK. Hein. Je te dis, payer 5 € de plus la consultation. Mais ça va devenir si un tu peux avoir avantage l'IA, pour le dermato. Bien sûr. Ça va être stratégique, ça va être un différentiel. Il y a ceux qui vont prendre le tournant et ceux qui ne vont pas le prendre. Ouais. Et automatiquement, ceux qui ne le prennent pas, ça va être compliqué. Exactement. C'est obligé. Enfin, franchement. Je pense qu'il y a deux attitudes qui sont intéressantes là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des corps de métier
auquel on accorde, l'utilisation de l'IA comme un bénéfice. Et je pense que la santé en fait partie. Il y a d'autres corps de métier ou d'autres experts, tu leur demandes, il va te dire, moi je travaille avec l'IA, tu vas flipper un coup en te disant, mais en fait, à quoi ça sert que je le paye ? Pourquoi je le fais intervenir ? Je pense que la santé est dans les esprits aujourd'hui un des domaines où l'apport de l'intelligence artificielle est le mieux accepté. Et franchement, moi je suis d'accord avec Anthony, si les 5 € de plus, c'est parce que mon médecin est équipé technologiquement pour faire un meilleur diagnostic, moi j'adhère tout de suite. Mélinda, dans un instant, ça va être un petit peu plus léger, mais j'adore. Imaginez un baby-foot avec de l'IA et connecté. Ça, c'est dans une minute. Mais auparavant, j'aimerais que tu nous présentes cette petite carte de dingue que tu as en main. Ouais. Moi, c'est un truc qui me fait, mais je trouve ça vertigineux. Ça, c'est une carte de stockage. D'accord, les amis ? Là-dessus, on stocke des données. Mais ce n'est pas une clé USB. C'est de l'ADN qui va stocker des données numériques. Ouais. C'est un truc incroyable. Ouais, c'est aussi un de mes coups de cœur. C'est une boîte française qui s'appelle BioMemory et ils sont parmi les pionniers, parce qu'il y a aussi des acteurs américains sur ce secteur-là, dans le stockage par ADN. C'est une technologie qui a été imaginée il y a longtemps par Richard Feynman dans les fins des années 50, un grand physicien américain. On n'avait pas encore les moyens technologiques de le faire. Aujourd'hui, on peut le faire. Et en fait, ce que je vous ai apporté là, alors je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent. Tu disais une carte, ça ressemble à une carte de crédit un petit peu plus épaisse, dans lequel on peut stocker des données. Mais c'est même pas cette carte. La carte, elle est là pour la présentation. Ce qui est intéressant, c'est le petit point noir que vous voyez au milieu. C'est une tête d'épingle, hein, en gros, c'est ça. Et bien sûr, un peu plus gros. Un peu plus gros, voilà. Un gros point, quoi, voilà. Et bien là-dessus, tu vas pouvoir stocker l'équivalent de 1000 ordinateurs, voilà, en termes de données stockées, voilà. C'est vertigineux. C'est-à-dire que là, plutôt que de stocker, comme d'habitude, sous forme de 0 et de 1, là, tu as de l'ADN synthétique, ce sont des brins d'ADN synthétique. L'ADN est composé de molécules avec 4 lettres et les 0 et les 1 sont remplacés par ces 4 lettres. Et donc, tu vas pouvoir stocker énormément de données dans ce tout petit écrin-là. Et c'est-à-dire que tu peux imaginer que les data centers de demain soient remplacés par des choses qui sont beaucoup plus efficientes d'un point de vue de l'occupation de l'espace, qui vont en plus consommer beaucoup moins d'énergie, parce que ça, tu peux le stocker à température ambiante, tu n'as même pas besoin de le refroidir. Non, mais c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un data center qui fasse quoi en taille ? Tu vas gagner, alors il me disait, de mémoire, les ordres de grandeur, c'était... Dans ce petit point, tu as 1000 ordinateurs. Oui, c'est ça. En ordre de grandeur, je crois que c'était 100 à 1000 fois plus petit ou quelque chose comme ça par rapport à ce qui existe aujourd'hui, sachant qu'il y a un vrai sujet de la place prise par les data centers aujourd'hui. Hein. Et la consommation. Et la consommation d'énergie, évidemment. La consommation, surtout. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez dingue, on se dit, si on arrive à faire ça, pourquoi c'est pas encore généralisé ? C'est assez... Parce que ça coûte encore très cher. Voilà. Le problème, c'est qu'on est encore en phase de... Alors, ils ont bien avancé, hein, mais aujourd'hui, le coût de stockage, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais pour stocker 1 méga, ça doit te coûter 100 ou 1000 €, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est pas encore complètement au point. C'est en cours de développement. Dans les années qui viennent. C'est pas au point ou est-ce que c'est très cher ? C'est parce que c'est très cher aujourd'hui. C'est au point. C'est au point, mais il faut produire l'ADN synthétique. Il y a tout un processus ensuite pour le transformer. Enfin, le processus chimique qui va en fait jusqu'au stockage de données sur ce petit objet que vous apportez, il est quand même coûteux pour l'instant. Mais là, par exemple, tu te branches comment via un port USB normal ou c'est autre chose ? Non, là c'est encore autre chose. Encore une fois, ils l'ont. Là, on est vraiment dans le futur, les amis. Là, c'est Star Trek. Là, Anthony Morel a le truc de Star Trek. J'ai une question, c'est en fait, on peut stocker n'importe quel type de données dessus. Oui, absolument. C'est-à-dire des données lambda, vidéo, audio, tout. Absolument tout. Ouais, c'est ça. Des données numériques, n'importe quelle donnée numérique. N'importe lesquelles. En fait, c'est tellement beau qu'on se demande où est le piège. Il est dans la lecture-écriture. Non, mais un truc tout bête. Mais il y a aussi, c'est que souvent tous les espaces de stockage, c'est comment tu récupères tes données pour les lire. Si tu peux stocker beaucoup, mais que derrière la lecture, c'est compliqué, c'est lent. Je crois que aujourd'hui c'est encore lent, mais là c'est pareil. C'est en cours de développement, ça va s'améliorer. Mais c'est ça qui est dingue. Le jour où on arrive à ça, à avoir un truc qui est instantané. Ça me fait penser exactement à l'électricité dans le domaine de l'automobile dans les années 70, où il commençait à y avoir des initiatives, mais ça coûtait la peau des fesses. Donc, et il y avait un lobby des pétrolières qui faisait en sorte que ça coûtait très cher. Alors, imagine toute l'industrie du stockage à l'heure actuelle, quand ils sont en train de voir ça. Les semi-conducteurs, là, ils doivent commencer à transpirer parce que, alors, tu le disais, c'est le début, ils ont quelques années de tranquillité, mais peut-être que dans 20 ans, on aura tout ça dans la poche. Bien sûr. Et moi, ça me fait penser, c'est dingue, ça me fait penser à
comment dirais-je, au progrès technologique et à la miniaturisation. Rappelle-toi les ordinateurs dans les années 60. C'était des salles immenses avec des grosses machines et tout. Et aujourd'hui, dans un PC comme je l'ai sur le plateau, on a 1000 fois la capacité de ces trucs qui faisaient des salles entières. Et c'est un peu ça, en fait, ça. Ou la puissance de ton smartphone qui est je sais plus combien de fois plus puissante que l'ordinateur qui a servi à envoyer l'homme sur la Lune. Tu vois, c'est vraiment... c'est vrai qu'il y a un potentiel qui est incroyable. Excuse-moi, non, j'allais dire, et c'est juste normal quand on regarde l'évolution des outils de stockage. Pense aux immenses disquettes qu'on avait au départ de l'ordinateur personnel. Je ne pense même pas des salles de serveurs qui étaient grands comme Vivatech pour faire partir la première fusée. On se retrouve avec ça. C'est juste normal qu'on se retrouve à ça. Mais il va falloir qu'ils arrivent à trouver les capitaux pour développer ça. Mais t'imagines si demain Google, Amazon s'emparent de cette technologie. Aïe, aïe, aïe. Ah ben c'est clair. Ça va être incroyable. C'est un enjeu énorme parce que l'enjeu énergétique de la consommation des serveurs aujourd'hui, sachant que, alors là encore, ça nous ramène au sujet de l'intelligence artificielle. On sait qu'il y a une consommation de données qui est exponentielle. Les moteurs, les LLM, c'est l'IA générative en général, que ce soit pour entraîner les modèles ou ensuite la consommation. Hein. Il y a des chiffres édifiants qui sont sortis. Il y a le fait de générer une image sur DALL-E, je crois que c'est l'équivalent de recharger ton téléphone portable en gros, juste pour générer une image. Tu avais le patron d'ARM qui a été interviewé par le Wall Street Journal il y a quelques semaines, qui disait que dans quelques années, la consommation totale de l'intelligence artificielle dans le monde, ce sera à peu près 25% de la consommation électrique américaine aujourd'hui. Wow. Donc 25% de la consommation. Quand tu vois s'ils consomment aux États-Unis, qui n'est pas la plus petite au monde. Oui, c'est pas la plus petite au monde, tu vois. Non, mais c'est te dire. Donc il y a un énorme enjeu en réalité, et des solutions comme ça, ça va permettre d'y répondre en fait. Ouais. Format carte bleue quand même. Il faut le dire qu'à la place de 3 cartes bleues dans son porte-monnaie, on aura un data center. Moi, je trouve ça pas mal. Ça, c'est la classe, quand même. Attends, excuse-moi, je sors de ma poche mon data center. Tiens, il est là, ça me fait plaisir. Et tu sais, quand on parle dans l'informatique de game changer, ça, c'est énorme. Et je l'aurais vu sur votre plateau. Ouais. Merci beaucoup. Mais c'est Anthony est un game changer à lui tout seul. Oh, tu l'as remarqué. Tu le sais juste un découvreur, mais ça va leur faire plaisir en tout cas, Biomemory. Bon, un game changer du côté du baby-foot, Mélinda. J'aime bien. Alors, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Mais moi, c'est ça que j'adore. Mais tu me demandes, c'est vous. Parce que Anthony, il est hyper sérieux, santé. Ouais, et tout. Bien sûr. Moi, je vais pister les choses qui. Je vais pas dire qu'ils ne servent à rien parce que ce serait pas très sympa, mais qui amusent. Non, mais attends, le baby-foot, c'est génial. Je n'ai pas trouvé de flipper pour toi cette fois, donc j'ai trouvé un baby-foot à l'IA. Il n'y a qu'au CES que je trouve des flippers. Qu'est-ce qu'il y a de l'IA dans un baby-foot? Alors, si tu y joues, ça ne te sert à rien. On va dire, c'est un baby-foot comme un autre. Okay. Mais non, là c'était en démonstration sur un baby-foot, mais on voit en fait la portée de l'IA qu'ils sont en train d'entraîner. En gros, vous avez des caméras au-dessus du baby-foot, vous êtes en train de jouer, et les capteurs, et je pense qu'il y en a dans les poignets, mais ils l'ont pas dit, et en fait, ça va analyser toutes les données du match que vous êtes en train de faire. Donc, c'est capable de repérer les mouvements. Alors évidemment, les joueurs, c'est un peu plus statique que sur un vrai terrain de foot, mais ça va donner les zones dans lesquelles vous aimez jouer. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui jouent un peu tout le temps de la même manière. Donc, ou à quelle vitesse vous avez marqué. Alors, c'est une série, en fait, ça donne une batterie de statistiques d'utilisation. C'est pas tant pour le baby-foot parce que, évidemment, même les plus grands experts n'en ont absolument pas besoin. Mais ça en dit beaucoup sur l'utilisation de l'IA qu'on peut faire à l'échelle du sport. Mais on est à 2 doigts de rajouter des voix de synthèse qui pourraient commenter les matchs. Ah ben ça serait pas mal. Va leur proposer. Je pense que derrière, en plus, il y a une autre start-up. C'est sur le stand AWS qui a pléthore de start-up sur l'IA, évidemment, parce qu'ils passent tous par AWS pour les serveurs. Et il y a notamment une start-up que j'ai bien aimée qui fait un avatar capable de parler en langue des signes. Donc tu vois, on peut même faire les commentaires et les commentaires du match en langue des signes. Non, mais voilà, il y a plein d'utilisations de l'IA sur le sport, sur les données d'entraînement. De plus en plus, c'est un marché qui se développe à grande vitesse. Et voilà, là, c'est une illustration un peu rigolote. Mais la langue des signes pendant un match de baby-foot, c'est un peu difficile. Il faut décider, tu parles ou tu joues. Mais tu peux pas faire les deux. Tu peux pas suivre et tout faire. Mais tu as raison de dire que la Sport Tech, c'est une des grandes tendances aussi de cette année, avec les JO en plus et tout ça. Il y a des boîtes hyper intéressantes, là aussi, avec l'utilisation de l'IA, tu as raison, pour l'analyse de la performance, pour l'optimisation de la performance aussi. J'en ai vu une autre qui s'appelle il y en a sur des vélos. Alors là, pour le coup, ils font de l'analyse de vidéos, par exemple, de nageurs. Et ils vont optimiser la trajectoire des nageurs au centimètre près. Tu as aussi Ochi, moi j'aime bien la course à pied. Ochi, ils analysent la foulée d'un coureur,
même un coureur amateur en fait, hein, tu peux le faire avec une application, y compris chez toi, vous pouvez la télécharger aujourd'hui cette appli et il va analyser si tu cours trop sur le talon, sur la pointe de pied. Et c'est des Il choses faut qui que sont- quelqu'un te filme pendant que tu cours. Ouais, c'est ça. On te filme pendant que tu cours et après en fait tu vas avoir une analyse posturale comme ce que tu as chez un podologue. Alors c'est peut-être un petit peu moins précis que si tu vas chez le podologue, mais c'est génial parce que c'est des sports qui sont très traumatisants. Dès que tu répètes le geste mal trop de fois, et bah, tu vas avoir une tendinite, tu vas te faire une déchirure, etc. Donc c'est hyper intéressant aussi. Mais il y a beaucoup de choses comme ça autour du sport. Sur l'analyse, il y a même des IA maintenant capables d'analyser vos vidéos d'entraînement. Donc vous prenez et vous leur mettez, vous la nourrissez et elle va vous sortir, en fait, comme dit Anthony, tous vos défauts, tout ce que vous faites bien, tous les points que vous pouvez améliorer dans le parcours d'entraînement aujourd'hui des sportifs. L'IA te dit à la fin, arrête de courir, c'est trop nul. Change de sport. Change de oublie. sport. Va voir le sommelier Ouais. connecté plutôt. Fais du Netflix, c'est Mais très c'est bien ça. comme sport. Baby-foot et vin. Mais on en rigole, mais c'est vrai que les JO sont hyper porteurs Et bien sûr. de fait à Ouais. Paris, qui plus est. On sait que pendant les JO, il y aura énormément d'utilisation de l'IA sur le suivi des performances des compétitions, sur l'analyse des résultats. On va avoir de la data à plus quoi savoir en faire. Bruno, j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue, puisque tu es outre-Atlantique, rappelons-le, tu vis au Canada, et tu observes un peu les boîtes américaines qui sont ici, à Vivatech, et tu aimerais nous donner ton point de vue sur la manière dont ils communiquent. Parce que ça t'a marqué. Oui, parce qu'évidemment, moi, je suis habitué de les voir en terrain nord-américain, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, et ils sont un peu sur leur terre. Hein? Donc, Oui, alors qu'ici, non. Ben non. Eh oui, Et on les sent être... un peu plus humbles. humble, je pense que le mot est faible, mais on les sent presque craintifs. Alors, ils sont là pour montrer leur solution, mais on sent qu'ils marchent à tâtons et qu'ils ne veulent pas offusquer personne. Mais c'est... Franchement, l'Europe leur mène pas la vie facile non plus. Hein, donc je pense que... Oui, c'est vrai. On joue à Thierry domicile. Breton Voilà. les attend au tournant. Hein. Là, je pense que Mais t'as, on sent- avec un gros marteau DMA, DSA, Vaudois, là. Non, mais on est au pays de la réglementation numérique. Hein. Et donc, ils sont conscients de ça, mais c'est de les voir. Je m'entretenais avec quelqu'un et on sent que, écoute, le terrain pourrait être fait avec des boîtes d'œufs et ce serait pareil que là. Alors, ils se demandent, t'es qui, qu'est-ce qui t'intéresse? Et là, une fois que tu es positionné, OK, là, ils vont pouvoir te parler. Mais j'ai jamais vu ça dans les expositions américaines, nord-américaines. On rentre avec le camion, on défonce le terrain, c'est pas grave. Mais ici, et ça a changé, hein, parce que je me souviens, il y a plusieurs années, je les sentais moins prudents. Et là, cette année, et probablement que... Et tu penses que c'est justement à cause de la réglementation, ils sont un petit peu plus méfiants, Non, pas méfiants, mais prudents. prudents. Et je pense C'est qu'elle est là la intéressant. nuance, Ouais. parce que justement, donc ils sont en train de proposer leur offre, leur nouvelle offre qui est en train de changer. Hein, on l'a vu dans les derniers mois. Et je pense que justement, dans ce contexte-là, puis avec la réglementation qui est beaucoup plus forte ici et qui crée des précédents pour le reste de la planète, ben, ils veulent faire attention pour ne pas créer d'incidents. Mais Mélinda? là où je rejoins Bruno, Vivatech, on sait que les speakers qui vont s'exprimer ici, faire les grandes conférences, sont majoritairement américains. Et eux, pour le coup, viennent un peu comme des rockstars ici. Même Elon Musk, quand il n'est pas là, il est là. c'est marqué partout. Mais là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a un paradoxe sur Vivatech, c'est que Vivatech, depuis ses débuts, s'abrite sur des grands noms qui viennent avec des startups et qui devaient majoritairement être des startups étrangères. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, justement, vu que c'était à une époque c'était 60-40, on pouvait faire venir beaucoup de startups américaines qui étaient un peu là à rouler des mécaniques. Ça n'a jamais été le cas. Et vraiment, pourtant il y a des grands noms ici. On a Microsoft, Amazon est là, Google. À une époque, je ne suis pas sûre qu'ils soient encore là, mais ils pourraient. Mais on n'est pas à Las Vegas. On est chez nous. Et c'est vrai que c'est un écosystème de networking ici très francophone. Ouais. Et je pense que pour ça, eh ben, ils ne peuvent pas communiquer de la même façon qu'au CES où en effet c'est de la démonstration. Là, ils sont beaucoup plus prudents. Le DSA et Thierry Breton à l'entrée qui les attend, Ouais, ça ne doit pas aider non plus. C'est ça. Ils C'est vont notre leader à nous qui dit pas les baskets. à pas de velours. Et puis tu as aussi le fait qu'ici, contrairement à lorsqu'ils sont au CES, ils sont parmi leurs annonceurs en réalité, c'est-à-dire parmi leurs clients. Eh oui. Quand tu as Google, tu as Meta, même Elon Musk avec X,
ici c'est organisé quand même, il y a Publicis derrière, tu as tous les grands groupes français, les LVMH, etc., qui sont des gros annonceurs aussi. C'est vrai. Et ben, je pense qu'il y a aussi ce côté opération séduction. C'est à la fois ne pas brusquer, tu as raison, et puis aussi venir, pas de velours, c'est exactement ça. Oui. Musk, moi je pense que, alors il doit parler en visio, hein, mais il y a aussi ce côté rassurer les annonceurs qui ont plutôt tendance à fuir X parce que avec tout ce qui se passe sur X, ça les fait un petit peu flipper. Et là, je pense que tu vois, en France, ils sont aussi dans cette optique-là. C'est pas seulement une démonstration de force technologique pour eux, c'est aussi une opération séduction. Ouais. Bien sûr, et puis n'oublions pas qu'on est l'industrie du luxe. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent ici. Donc c'est vrai que même pour les géants américains, c'est un potentiel intéressant. Merci beaucoup à tous les trois. Ben voilà, ce De quoi je me mêle est terminé. Enfin, il est terminé. Si vous êtes sur BFM Business, si vous êtes en vidéo, parce que en podcast audio, on va se retrouver toujours avec Bruno Guglielminetti, avec Mélinda Damansoulas et Anthony. Et Mélinda, tu vas nous parler d'un produit qu'on attend depuis de nombreuses années. Ça sera le bonus de quoi je mail. C'est le casque Sonos. Il s'appelle Ace. Il a été annoncé. Il arrive début juin. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Merci Mélinda. Merci Anthony. Merci. Et merci de nous suivre. Et pour avoir le module bonus, donc exclusivement en audio, c'est sur le podcast. Et on se retrouve, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, bien sûr. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.